Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour un nouvel esprit public au cours duquel nous tenterons d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Matthias Fekl, ancien ministre et avocat, et avec Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Comment augmenter les salaires ». Il est ainsi chapeauté « Après des décennies de dégradation des revenus du travail, une nouvelle période serait-elle en train de s'ouvrir ? La conjugaison de haut niveau d'emploi et de pénurie de main-d'œuvre va-t-elle redonner du grain à moudre aux syndicats ? Rien n'est moins sûr. Même si les revalorisations salariales ne sont pas négligeables, elles restent inférieures à la hausse des prix, qui devrait encore accélérer l'an prochain. En outre, certains économistes avancent que la prolifération des contrats courts contribue, comme hier les forts taux de chômage, à un décrochage des salaires, mais aussi à une altération de l'emploi salarié sous la pression de l'ubérisation. Nous mettons en ligne mercredi le troisième et dernier de nos entretiens avec Sandy Vercruijsen, professeur de français dans l'un des 384 collèges classés zone d'éducation prioritaire plus dans le 91. Sandy Vercruijsen s'appuie sur la pratique du théâtre et sur la pratique de la radio pour corriger l'impact des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire, ainsi que sur un partenariat avec la Comédie Française et avec le théâtre Gérard Philippe. Merci enfin à ceux d'entre vous qui ont répondu à mon appel aux contributions défiscalisées à hauteur de 66%, puissent leurs imitateurs former une puissante cohorte. Nous allons maintenant nous intéresser au premier des deux sujets que nous avons prévu d'aborder, celui de la récession qui menace. Dans leurs prévisions publiées fin juillet, les experts du FMI expliquaient qu'une chute de l'activité n'est pas leur scénario central, malgré le recul enregistré au printemps, avant d'affirmer que le risque de récession est particulièrement proéminent en 2023, tandis que l'agence de notation et non pas de natation, Fitch évoque des probabilités croissantes de récession. Tout dépend de ce que l'on appelle récession. Il fut un temps où les prévisionnistes parlaient de récession mondiale lorsque la croissance annuelle du PIB descendait en dessous de 3%. Avec une pareille définition, une récession mondiale paraît désormais inévitable dès cette année, l'an prochain au plus tard. Il en va autrement avec la définition désormais la plus courante de la récession, une baisse de la production sur une année. Contrairement à ce qui s'est passé en 2009 après la crise financière, puis en 2020 avec le Covid, l'activité mondiale devrait tout de même progresser en 2022, mais à un rythme bien moindre que lors des 2 dernières décennies, où la moyenne fut proche de 4% l'an. Selon le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, une récession ne devrait pas intervenir en France en 2022, mais, je le cite, pour 2023, rien ne peut être exclu dans la période de grandes incertitudes que nous vivons, mais nous nous attendons pour la France à un net ralentissement plutôt qu'à une récession. Un scénario d'autant plus probable que la Banque centrale européenne envisage de relever ses taux de 75 points de base en septembre face à une inflation qui frôle les 2 chiffres. De son côté, la Première ministre prévoit que la France atteindra le pic de l'inflation au cours de l'année 2023. Le 15 septembre, la Banque de France a publié ses prévisions de croissance pour les 2 ans à venir. Si elle s'attend à une croissance solide du produit intérieur brut de 2,6% cette année, proche de la prévision du gouvernement, elle table désormais sur une croissance du PIB de 0,5% en 2023, contre 1,2% en juin dernier dans son scénario central. En cas de fermeture complète du robinet de gaz russe et de coupures électriques, l'économie française pourrait plonger en récession, estime l'institution bancaire dans son scénario le plus sombre. Les experts de la Banque de France misent cependant sur un franc rebond dès 2024, avec une croissance de 1,8%. Au cœur de cet optimisme, la prévision d'une nette décrue de l'inflation d'ici 2 ans. Pour 2023, la Banque de France s'attend à des hausses de prix encore très élevées, entre 4,2 et 6,9%, mais en 2024, l'inflation redescendrait
à 2,7%. À 2 semaines de la présentation du budget, le gouvernement table sur une croissance de 1% pour l'année prochaine, contre 1,4% précédemment. Et il exclut pour l'instant le scénario d'une récession, même si la conjoncture internationale ne cesse de se dégrader. Sur cette question, Nicolas Bavrez. La France se trouve dans une situation qui est paradoxale. En apparence, pour l'instant, son économie résiste bien, mais en réalité, le retournement est déjà là. C'est vrai que quand on regarde les chiffres instantanés, on a l'impression que la France est plutôt protégée. Elle aura une croissance entre 2,5 et 2,7% cette année. Le taux de chômage tourne autour de 7,3 ou 7,4%. Les autres pays sont en plein emploi, mais par rapport aux chiffres habituels du chômage en France, qui sont plutôt autour de 10%, et par ailleurs, l'économie française continue à créer des emplois. Sur l'inflation, elle est élevée, 5,8%, mais elle est à 9,1% dans la zone euro. Et quand on compare aux autres pays, on a l'impression que les choses ne vont pas si mal. Les États-Unis sont en récession, c'est une récession technique, mais c'est quand même une récession. L'Allemagne stagne et pour la première fois se retrouve en position de déficit commercial. Pour le Royaume-Uni, selon une formule célèbre, Winter is coming, et c'est vrai que l'économie britannique est en très grand danger, au point que l'ancien chancelier de l'Échiquier évoque la possibilité qu'elle se retrouve à devoir aller se financer auprès du FMI. Et pour l'Italie, elle est en très grand danger, avec une dette de 150% du PIB, dont elle menace de perdre le contrôle. Donc on peut penser que les choses ne vont pas si mal. En réalité, c'est évidemment beaucoup plus compliqué et le retournement est déjà là. On le voit déjà dans l'industrie qui, elle, est déjà en récession. L'inflation, qu'est-ce qui explique cette résistance de la France ? Finalement, c'est deux choses. C'est-à-dire que nous bénéficions encore des mesures qui ont été prises par le Covid, ce qui fait que les entreprises ont une trésorerie confortable, que les ménages ont encore de l'épargne. Et puis, nous avons recommencé un quoi qu'il en coûte sur l'énergie en mobilisant 2% du PIB. Mais derrière, on voit que la consommation est en train de ralentir très fortement, que les entreprises qui ont des marges encore à peu près préservées, mais sont en train d'être rattrapées, notamment par les pénuries de travail, mais surtout le problème du prix de l'énergie qui conduit un certain nombre d'entre elles à s'arrêter. On voit que la boucle entre les salaires et les prix est en train de s'amorcer. Et donc, en fait, les créations d'emplois sont en train de ralentir. Et tout ceci est surplombé par deux déficits très inquiétants. Le déficit des finances publiques, qui ne sera pas contenu à 5% du PIB, et surtout le déficit commercial, qui va atteindre 125 milliards d'euros cette année, en augmentation de 40 milliards d'euros par rapport à 2021, ce qui est phénoménal et qui montre bien le problème de l'économie française, c'est-à-dire que plus on injecte de la dépense publique, plus on injecte de la consommation et plus on crée de déficit commercial. Donc, quand on regarde en fait ce qui va se passer, c'est pour ça que l'économie française sera en récession en 2023. Quelle est la particularité de ce qui va se passer en 2023 ? C'est qu'on va avoir tous les grands pôles de l'économie mondiale en difficulté. Donc, États-Unis, récession à cause de la hausse des taux et des problèmes de l'immobilier. La Chine, le zéro Covid, plus la crise de l'immobilier, plus la sécheresse, plus les restrictions à l'exportation. La zone euro, c'est la crise de l'énergie. Et les émergents, c'est la crise de la dette à cause de la montée du dollar. Deuxièmement, contrairement à ce qui est dit, l'inflation est durable et on va rentrer dans un cycle où l'inflation mondiale va tourner autour de 5%, parce que c'est porté par le vieillissement, par la fragmentation de la mondialisation, par la transition écologique, par les problèmes énergétiques et alimentaires qui vont continuer. Du coup, le tournant des politiques monétaires va se poursuivre. Les hausses de taux de la Fed seront très fortes et la BCE devra suivre d'une manière ou d'une autre, ce qui va créer une pression sur la dette française. Un point de taux, c'est 10 milliards d'euros en plus 40 milliards d'euros en plus à l'horizon de 10 ans. Et enfin, évidemment, il y a la conflictualité, la montée des tensions géopolitiques. C'est pour ça que, sous cette apparence positive, en réalité, le risque France est en train de remonter en flèche. C'est un risque économique, c'est un risque social, c'est un risque financier et c'est un risque politique avec la progression sourde des populismes. Mathias Fekl. Je voudrais
peut-être embrayer sur les risques politiques et les conséquences politiques de cette situation tout à fait inédite, avec l'entrée, je suis d'accord avec ça, dans une économie probablement durablement inflationniste. La première conséquence potentielle, c'est, excusez du peu, une menace sur la démocratie. Parce que ceux qui sont visés par cette crise économique, c'est les classes moyennes et les classes populaires. Et on monte de plus en plus haut, d'ailleurs, dans les classes moyennes, avec l'ensemble des personnes concernées. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le socle des démocraties libérales est désormais attaqué. Et dans l'histoire, à chaque fois que des crises ont ébranlé les classes moyennes, cela a eu des conséquences sur l'attachement à l'état de droit et sur la conviction partagée que c'est par le débat, par une conflictualité maîtrisée par des procédures, finalement, que l'on peut ensemble tracer un chemin. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est un peu la projection de cela à l'international, c'est dans une économie en crise, dans des économies européennes en crise, le soutien à une position très ferme sur la guerre en Ukraine, persistera-t-il ? Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Dans un hiver dur, si les Français, les Européens peinent à se chauffer, peinent à suivre en termes de dépenses alimentaires, est-ce qu'il n'y a pas un risque de repli sur soi et de se dire finalement pourquoi payons-nous, les conséquences de cette guerre ? Moi, je pense que le président de la République a eu raison à la sortie de l'été de dire que nous devions nous préparer à payer le prix de nos libertés. Alors ça peut être pris comme ça, comme une déclaration en l'air. Je pense vraiment que nous rentrons politiquement en interne comme en externe dans une situation de très grande tension où l'essentiel peut être en jeu. On le voit en Italie, avec ce qui risque malheureusement de se passer dimanche. On le voit dans les grandes démocraties libérales, la Grande-Bretagne, les États-Unis, où le trumpisme demeure extrêmement prégnant. Finalement, le consensus fondateur qui, au moins depuis 1945, unissait de nombreux pays de l'hémisphère occidental, est aujourd'hui lui-même menacé. Et donc, la situation économique a aussi immédiatement un impact politique. Je pense que c'est comme ça qu'il doit être, et je conclurai là-dessus, traité au niveau européen. Le marché européen de l'énergie tel qu'il est aujourd'hui, à l'évidence, ne répond plus à la situation actuelle, au moins temporairement. Il y a besoin d'un dialogue franco-allemand beaucoup plus poussé là-dessus. On en est loin. Je reconnais que on est non seulement loin du consensus, mais même loin de positions qui aujourd'hui pourraient se concilier. Mais quand l'essentiel est en jeu, l'Europe, jusqu'à maintenant, l'Union européenne, a toujours montré sa capacité au sursaut, sa capacité à faire face. C'est aussi cela qui se jouera dans les mois qui viennent. François Bujon de l'Étang. C'est un sujet difficile parce que c'est un sujet dans lequel nous sommes dans le domaine de la conjecture en réalité. Excusez-moi, mais ça me rappelle irrésistiblement un de mes amis américains qui était lui-même économiste et qui avait occupé une très haute position au Fonds monétaire. Il faisait collection de blagues sur les économistes et il y en avait une qui disait « Il ne faut pas sous-estimer les économistes. Après tout, ils ont quand même prédit 12 des 5 dernières récessions. » Donc ça me revient irrésistiblement à l'esprit quand on parle de ce sujet, parce qu'en réalité, il y a des points fixes, mais il y a des quantités c'est une équation à beaucoup d'inconnus. Il y a des choses qu'on sait, bien sûr, et qu'on voit. Il y a le redépart de l'inflation, l'essoufflement de la reprise post-Covid, la situation extraordinaire de la Chine et de sa politique de zéro Covid, qui fait que nous sommes maintenant dans une situation de récession chinoise qui risque d'être durable, le taux d'inflation aux États-Unis encore plus élevé qu'en Europe. Bon, il y a énormément de choses que l'on voit et qui sont en effet menaçantes. Mais il y a beaucoup de variables aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas mesurer. Tout le monde parle, Mathias vient de le faire d'ailleurs aussi, de le cas où l'hiver serait très rigoureux. Personne ne dit que l'hiver va être très rigoureux. C'est possible qu'il le soit, mais peut-être ne le sera-t-il pas. Il n'est pas impossible d'avoir aussi quelques bonnes surprises de ce côté-là. On ne sait pas non plus quel sera finalement le rythme comparatif d'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe. C'est une des questions qui se posent. Les Américains ont l'intention d'aller très loin dans la hausse des taux d'intérêt, d'être très répétitifs
compétitif. La Banque centrale européenne est plus prudente et plus lente dans sa démarche. Tout ceci va avoir des effets qu'il est très difficile de mesurer. Et la crise énergétique elle-même reste encore... l'ampleur de la crise énergétique aura beaucoup d'impact sur le risque de récession, mais on ne sait pas vraiment si elle sera grave ou si elle ne le sera pas. Alors, ce qui est sûr, c'est que il y a des sujets sur lesquels on s'interroge, il y en a d'autres dont on ne parle moins. Moi, je trouve qu'on est très, très frappé par le fait que tout le monde est obnubilé par le taux d'inflation, par la perte de pouvoir d'achat, etc., qui en résultera, par les inégalités sociales que crée nécessairement l'inflation. C'est un phénomène dont nous nous étions déshabitués, finalement, que nous allons retrouver. Il y a d'autres sujets dont on parle moins, mais qui me paraissent très préoccupants. Il y a le sujet politique que vous avez l'un et l'autre évoqué. C'est effectivement l'impact sur les populismes qui sont en hausse et le résultat que nous attendons de l'élection italienne sera un bon baromètre de tout cela. Et il y a effectivement des risques de menaces sur nos systèmes démocratiques qui vont s'accroître avec la réapparition de l'inflation et la possibilité d'une récession. Mais il y a un autre risque dont on parle moins. On en parle uniquement pour les pays en développement, mais ça reste très vrai pour les pays de la zone euro et pour certains pays du sud de la zone euro, c'est l'impact de la hausse des taux sur la dette souveraine. C'est un sujet dont on parle en France pas suffisamment, mais la hausse récente de notre endettement risque d'apparaître vraiment comme la très grave menace qu'elle est, avec une hausse des taux d'intérêt qui vont la rendre de plus en plus difficile et coûteuse à honorer, bien entendu. Je ne parle pas de l'Italie qui, bien entendu, nous précède sur ce chemin. Donc voilà des vrais sujets de préoccupation, je crois, qui, au-delà des sujets très souvent évoqués, doivent retenir notre attention. Lionel Zinsou. Oui, alors pour une fois, je partage le pessimisme de mes collègues, mais uniquement, non. Heureusement qu'une bonne guerre atomique va nous sortir de là. Non, uniquement sur leurs conclusions, en fait. Je crois, comme Nicolas, qu'on a des risques sociaux, comme Mathias, que ça va même jusqu'à mettre en cause, en fait, les valeurs démocratiques. J'ajouterais même, François, que ça dépasse le regard européen que vous avez eu ou américain sur les tensions sociales. Vous avez dans les pays peut-être les plus touchés par la hausse des prix alimentaires, avec des risques d'émeutes de la faim non négligeables, ça concerne probablement la majorité de la population du monde, qui sont déjà affectés par les prix des carburants, parce que ça a des effets considérables sur les transports collectifs, mais l'agriculture, qui est plus importante dans le sud du monde que dans le nord, elle est le plus gros consommateur d'énergie, etc. Ils sont déjà également affectés par la hausse très forte du dollar. Alors ceux qui sont exportateurs nets, ils sont quelques gagnants, mais ils ne sont pas très nombreux. L'immense majorité des pays émergents et en développement ressentent la hausse du dollar comme une baisse significative de leur pouvoir d'achat. Et si vous voulez, on peut dire que dans certains pays, les agriculteurs, parce que les prix montent pour les produits agricoles, peuvent sauver leurs revenus ou peuvent autoconsommer leur production. Mais les villes sont certainement appauvries et les quartiers périurbains de l'ensemble des pays en développement sont plus particulièrement affectés. Et l'expérience montre que ce ne sont pas les paysans qui renversent les gouvernements, ce sont les émeutes urbaines. Et donc, on a vu ça d'ailleurs se produire en 2008, lorsqu'il y avait eu une montée très forte du prix du pétrole, juste avant... 2007-2008, juste avant la crise financière. Et donc j'ajouterais que les risques sur la démocratie, les risques sur la stabilité, les risques du coup d'État militaire, les risques d'émeutes, etc., sont désormais mondialisés. Ils vont au-delà des grandes démocraties. Donc sur cet aspect-là, moi je suis tout à fait inquiet. Pas du tout sur ce que vous avez dit sur la récession dans son côté en apparence
pour l'instant éviter, mais en fait, en réalité, dans la substance, la France est déjà très mal. Non, il y a des choses qui vont bien. Sur le pouvoir d'achat, attention aux clichés, les revenus d'activité en France, depuis le début de l'année, ont augmenté de 11%, parce que c'est possible qu'il y ait un effet de baisse du pouvoir d'achat. Il n'est pas du tout celui que la perception nous indiquerait. Mais l'INSEE le chiffre à 1%, le CDE à moins 1,9%. Voilà à peu près l'ampleur, alors que la perception, c'est que les gens sont en train de perdre 10% du pouvoir d'achat. Il faut faire très attention. Les populations ne sont pas dans l'égalité devant la mauvaise fortune économique. Il y a des populations vulnérables, clairement, ou qui ont des difficultés à accéder à leurs droits, mais globalement, on parle d'une évolution du pouvoir d'achat, de quelque chose comme, disons, moins 1,5%, dans un pays où le fait qu'il y ait des créations d'emplois marchands tous les mois, ce qui est bien normal au niveau de croissance où l'on est, la France crée des emplois nets marchands plutôt autour d'une croissance d'1,4%. On n'est pas très loin du double. Donc ça, c'est naturel qu'il y ait toujours des tensions, quelle que soit la perception. Et même si on a 2 trimestres de récession, donc une récession technique, sur le deuxième semestre que nous sommes en train de vivre, l'acquis de croissance par rapport à l'année dernière nous met forcément mécaniquement au-dessus de 2%. Donc mécaniquement, la France a besoin de créer des emplois marchands. C'est comme ça. Donc, c'est pas discrétionnaire, c'est mécanique. Et quand vous augmentez le volume de travail, vous augmentez les revenus d'activité, et ça compense d'un point de vue macroéconomique le fait que le pouvoir d'achat du revenu disponible des ménages est évidemment légèrement affecté. Donc, faire très attention aux clichés, enfin, pas aux clichés, mais au regard un petit peu, qui ne reboucle pas avec l'ensemble. Oui, il y a un problème de pouvoir d'achat. Non, il n'y a pas un problème d'augmentation des revenus d'activité. Et c'est ça qui, quand même, commande la demande. La dette, François, on peut s'angoisser de la dette, et Nicolas s'angoissait de la dette italienne. Il n'y a rien de tel que de la croissance plus de l'inflation pour gérer la dette. On est tout à fait dans quelque chose d'important, parce qu'il faut aussi raisonner en nominal, en valeur. Si la France fait 2%, pour être pessimiste, de croissance en 2022, là où nous sommes, et 6% d'inflation, on aura en valeur un PIB qui aura augmenté de 8%, ce qui sera un chiffre record en valeur, mais notre dette, elle est en valeur. Et par conséquent, nous aurons un effet de gestion de la dette. C'est-à-dire, par rapport au PIB, à l'évidence, notre dette va régresser. Et par ailleurs, les taux d'intérêt, il faut bien voir, quand vous êtes un chef d'entreprise, c'est pour ça que vous raisonnez en réel. Les taux d'intérêt sont de plus en plus négatifs. François, il faut pas s'angoisser du fait que les taux d'intérêt montent si les taux de l'inflation montent. Aujourd'hui, si vous voulez, vous êtes dans la situation où vous avez une inflation entre 6 et 10 entre les grands pays et des taux d'intérêt qui culminent à 3, qui vont très bientôt, sans doute aux États-Unis, aller beaucoup plus haut. Mais pour l'instant, vous êtes à 600 points de base d'intérêt négatif, d'intérêt réel négatif. Et vous étiez, il y a 2 ans, avec une inflation à 1,5 et des taux à moins 0,5. Mais ça ne faisait que 200 points de base. Nous sommes en taux d'intérêt, en territoire de taux d'intérêt négatif. C'est le réel qui compte. Donc, le pathos de la dette, les 40 milliards à 10 ans que cite Nicolas, c'est bien, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que pour l'instant, nous ouvrons de nouveaux espaces d'endettement. Enfin, sur le déficit du commerce extérieur, avec beaucoup d'humilité devant le ministre du Commerce extérieur de la République française, si vous voulez, franchement, on n'a aucun problème de balance des paiements. Donc c'est bien triste que nous n'ayons pas toute la compétitivité qu'il faut, mais enfin, vous avez vu les résultats du tourisme, vous avez les résultats de dividendes et de royalties. Vous posez la question, faut-il taxer les résultats de Total, si vous voulez, les résultats de Total, ils sont négatifs en France. Pour la première fois depuis des années, ils vont être un tout petit peu positifs, mais ils sont massivement hérités des positions étrangères. On est le pays d'Europe qui a le plus de multinationales.
en termes de royalties, de brevets, etc. Donc, on n'a aucun problème de balance des paiements. Donc, si c'est bien triste d'avoir un déficit commercial, les économistes vous expliqueront que c'est qu'on n'a pas tout à fait assez d'épargne par rapport à l'investissement, etc. Il y a des problèmes de fond, des problèmes peut-être de compétitivité, encore que ça s'atténue. Mais enfin, on n'a aucun problème de balance des paiements. Donc, faire très attention. Il y a des clichés et un pathos dans les clichés. Puis les chiffres sont un tout petit peu plus rassurants. Juste une toute dernière remarque. On accélère beaucoup la transition énergétique à travers cette taxe carbone que M. Poutine nous impose en provoquant cette hausse incroyable, qui avait d'ailleurs été très largement anticipée avant cela, dès l'année 2021, par la surchauffe économique. Et donc, vous allez accélérer toute une série de choses, comme la relocalisation industrielle en France. Vous allez accélérer le passage au renouvelable. Vous allez revenir à des choses raisonnables en matière d'importance du nucléaire. Vous allez faire toute une série d'adaptations et donc d'investissements privés. On a toute la liquidité, et notamment dans la finance climat. Donc il y a des éléments d'adaptation. Ajoutons la remilitarisation qui va créer des emplois de forte technologie. Vous avez des éléments qui sont importants pour le monde d'après. Nicolas Bavrez. Quelques remarques rapides. D'abord, personne ne parle de récession pour 2022. Le problème, c'est 2023. Et pour 2023, comme on l'a dit, je pense qu'il y a quand même toute une série de facteurs qui font que l'économie française devrait être en récession l'an prochain. Sur la crise énergétique, pour répondre à François Bujon de l'Étang, je crois que non, il n'y a pas d'incertitude malheureusement sur cette crise énergétique, pas plus d'ailleurs que sur la crise alimentaire. Il suffit de regarder ce que fait aujourd'hui Vladimir Poutine. On sait que il n'y aura pas de gaz russe cet hiver, et on sait que même si les températures sont plutôt clémentes, de toute manière, on n'arrive pas à boucler l'approvisionnement énergétique de l'Europe tel qu'il est aujourd'hui. Donc, il va y avoir une situation de forte tension sur les prix, assurément, et vraisemblablement de coupures et de pénuries. Quant à la dette, je crois que si, il y a un vrai problème, parce que le monde a changé. Donc les taux d'intérêt montent. C'est vrai qu'il y a de l'inflation, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a toute une partie de la dette française qui est indexée sur l'inflation, justement. Et donc que la charge de la dette, elle augmente avec l'inflation. Et d'ailleurs, elle augmente cette année de 25 à 42 milliards d'euros, ce qui est quand même important, puisque ça en fait aujourd'hui... c'est un budget qui est supérieur à celui par exemple, des dépenses militaires. Et la dernière chose, c'est que dans les gagnants et les perdants, l'Europe est quand même aujourd'hui en situation de grands perdants. Et si on parle effectivement de la demande, en réalité, c'est vers les États-Unis qu'elle va aller beaucoup. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont en position de souveraineté, d'autonomie énergétique et de capacité à exporter. Parce que l'industrie de l'armement, on voit très bien que les 100 milliards d'euros du fonds spécial allemand, ils vont surtout aller malheureusement pour des commandes aux États-Unis. Ça a commencé avec 40 milliards pour les 35 F-35, mais tout ce qui est indiqué sur la suite, malheureusement, va aussi dans ce sens. Parce que également, avec le diabolique plan From Far to Fork, où on va effondrer la production agricole de l'Europe, du coup, on va importer l'alimentation des États-Unis. Et enfin, sur la technologie également, on est en position de dépendance. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir des mouvements sur l'énergie, mais il faut voir que la France, et la France s'est quand même mise dans un très mauvais cas, c'est quand même un cas pathologique où l'État a méthodiquement détruit la filière nucléaire qui était un pôle d'excellence français depuis 15 ans. Et ça... quelque chose comme la filière nucléaire, malheureusement, ça ne va pas se remonter entre 2022 et 2023. Dans le meilleur des cas, si on arrête de faire uniquement des erreurs, il faut 15 à 20 ans pour remonter la filière nucléaire française. Donc, il y a des échelles de temps qui font que, de toute manière, les 2 prochaines années vont être très difficiles. Lionel Zinsou. Oui, je ne sais pas comment consoler Nicolas de la France. Mais
franchement, la dette, ce qui compte, c'est les taux d'intérêt négatifs. Nicolas, depuis qu'on a inventé la comptabilité en partie double, il faut quand même regarder. C'est bien de se lamenter sur 42 milliards de coûts de la dette, mais enfin, quand on a une inflation de 8% avec la corrélation stricte des recettes publiques à l'inflation, vous allez aussi avoir sur l'ensemble du budget de l'État des recettes globalement de l'ordre de plus 100 milliards. Il y a quand même des éléments d'équilibre. Quand on dit c'est bien triste que les Allemands passent des commandes aux États-Unis, oui, mais regardez la production et les exportations de Rafale. Il se trouve que le F-35 est un petit peu moins opérationnel aujourd'hui que le Rafale, et regardez le niveau des commandes. Donc, toute proportion gardée, il est évident qu'un pays qui a un PIB, au fond, 6 fois inférieur à l'autre, et une population 5 fois inférieure, ne va pas avoir, évidemment, le gros des commandes. Mais nous sommes clairement le pays en électronique professionnelle, en système d'armes, qui va avoir le plus de commandes par rapport rapporté à sa réalité économique, à son PIB. Donc, on peut juste de temps en temps tempérer la tragédie en regardant juste les effets de compensation de l'autre côté. Mathias Fekl. 2 points très brefs en complément. D'abord, un point de microéconomie. Je pense que ce qui renforce malheureusement les risques en ce moment de récession, c'est le contexte d'incertitude généralisée qui, évidemment, chez les acteurs économiques, crée des phénomènes d'attente, que ce soit d'attente pour l'embauche, d'attente pour les investissements, d'attente pour les dépenses si on se place du côté des ménages. Donc, ça, c'est un aspect à prendre en compte. On fait tous beaucoup de macroéconomie, mais la macroéconomie, c'est aussi le résultat de toute une série d'additions de microéconomie. Et puis un deuxième point, c'est le sujet allemand, le modèle allemand, qui s'est construit autour d'excédents commerciaux qui, depuis des années, sont supérieurs à 200 milliards d'euros, risque lui aussi de se transformer en boomerang dans ce contexte d'incertitude. Incertitude avec la situation ukrainienne, et puis demain peut-être avec la Chine, qui de plus en plus est engagée sur un chemin d'autonomisation, de souveraineté, elle aussi de relocalisation ou de localisation de beaucoup de sujets. Donc là aussi, au cœur de l'Europe, il y a quand même des éléments de déstabilisation très puissants à l'œuvre. Merci. Après ce grand moment d'optimisme, je vous propose que nous allions voir précisément ailleurs, du côté entre autres de la Chine, c'est pire. Comment se passent les choses. Parlons donc du sommet de Samarcande, puisque l'Organisation de coopération de Shanghai s'est réunie pour son 22e sommet en Ouzbékistan, à Samarcande. Composé à sa création en 2021 de 6 pays, la Chine, la Russie et 4 États d'Asie centrale, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, tous issus de l'ex-Union soviétique, l'Organisation de coopération de Shanghai regroupe près de la moitié de la population mondiale, 42%. L'Inde et le Pakistan y ont fait leur entrée en 2017. L'Iran vient d'y être admise. Plusieurs pays frappent à sa porte, la Biélorussie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn, les Maldives, les Émirats arabes unis, le Koweït et la Birmanie. Sans parler de la Turquie, dont le président Recep Tayyip Erdogan assistait au sommet. L'OCS visait à ses débuts à assurer la sécurité collective de ses adhérents face aux menaces du terrorisme, de l'extrémisme et du séparatisme. Ni organisation d'intégration politique comme l'Union européenne, ni alliance militaire comme l'OTAN, l'OCS conduit cependant régulièrement des exercices antiterroristes communs sous le nom de Peace Mission. Aucune femme ne figurait sur la photo de famille, mais si on faisait une photo de famille du Nouvel Esprit Public aujourd'hui, aucune femme n'y figurerait non plus. Donc il faut mettre aussi, pour reprendre l'optimisme cher à Lionel, il faut donner au hasard sa part qui n'est pas négligeable. Et le parallèle s'arrête là. Alors que le Premier ministre indien a signifié au président Poutine que l'heure n'est pas à la guerre, insistant sur l'importance de la démocratie, de la diplomatie et du dialogue, le président russe a admis lors de sa rencontre avec son homologue chinois que Pékin avait manifesté des préoccupations sur la guerre en Ukraine. Si la Chine partage la lecture du conflit que promeut Moscou et qui en attribue l'origine à l'extension de l'OTAN en Europe centrale, et si la Chine condamne les sanctions occidentales, elle ne les viole cependant pas et ne fournit ni armes ni composantes industrielles à la Russie. Selon Xi Jinping,
Le monde d'aujourd'hui est loin d'être en paix et la concurrence entre deux orientations politiques, l'une marquée par la solidarité et la coopération, l'autre par la division et la confrontation, cette concurrence se fait avec une acuité croissante. Le dirigeant chinois considère l'OCS comme l'expression de ce que pourrait être un ordre mondial alternatif à celui sur lequel les Occidentaux s'appuient. Cependant, l'OCS n'est pas exempte de tensions entre certains de ses membres, l'Inde et le Pakistan, l'Inde et la Chine. Aucun pays d'Asie centrale n'a reconnu l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et interprété comme une tentative de restauration de l'hégémonie russe, l'invasion de l'Ukraine est perçue négativement dans les ex-républiques soviétiques. D'autant plus que la rhétorique russe à l'égard de ces pays d'Asie centrale est devenue plus menaçante et que les tensions se multiplient dans la région, comme récemment avec l'Arménie. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. Oui, Philippe, vous avez dit l'essentiel, je crois, dans votre présentation. Moi, je crois que ce qui est l'événement saillant de cette réunion de Samarcande, c'est qu'elle a mis en lumière de façon très, très, très crue l'isolement diplomatique de M. Poutine sur l'affaire ukrainienne, sur la guerre d'Ukraine, le mot qu'il ne veut pas employer, le mot de guerre. C'était tout à fait criant. Il comptait certainement sur la réaffirmation de ce partenariat sans limite entre Pékin et Moscou qui avait été célébré lorsque Xi Jinping et Poutine s'étaient retrouvés à Pékin à l'occasion de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver. Mais on voit que ce partenariat sans limite, en fait, rencontre des limites extrêmement tangibles. Et c'est ce qui est ressorti de toutes les déclarations publiques chinoises qui ont été faites et réitérées dans les jours qui suivaient, d'ailleurs, après les annonces récentes de M. Poutine sur la mobilisation partielle, notamment. La presse chinoise s'est donné le mot et les différents organes de presse, depuis Xinhua jusqu'au Global Times, qui est le journal chinois en langue anglaise, disent très clairement, la Chine, je le cite, la Chine s'est toujours prononcée pour le respect de l'intégrité territoriale de tous les pays et pour les règlements pacifiques des conflits. Et ensuite, la langue de bois de Pékin utilise cette phrase magnifique qui dit « C'est pourquoi la partie russe, comme la partie ukrainienne, approuve les positions objectives et équilibrées de Pékin. » Si elles sont approuvées par Kiev, je pense qu'elles ne doivent pas tellement plaire à Moscou et vice-versa. C'est très intéressant. D'ailleurs, Poutine lui-même a été jusqu'à reconnaître qu'il comprenait les préoccupations et les difficultés de Pékin à comprendre la situation. Tout ceci a éclaté véritablement au grand jour. Et ce qui éclate également au grand jour, c'est que, en dehors même de Pékin, les autres participants au sommet de Shanghai sont dans des situations très semblables, ou même encore plus accentuées. M. Modi, par exemple, qui a joué un rôle important dans ce sommet, a été jusqu'à dire que les temps n'étaient pas à la guerre. Et que, voilà, on ne peut pas être plus clair. Il l'a répété par la suite, d'ailleurs, de nouveau. M. Erdogan lui-même, qui était invité, a dit que ce serait très bien d'obtenir un cessez-le-feu. Enfin, il y a eu cette espèce de désaveu complet de la politique russe par les participants au sommet de Samarcande, qui a tout de même été, je pense, l'événement marquant. Alors derrière ceci, ce qui apparaît clairement, c'est que le partenariat tant vanté entre Pékin et Moscou est un partenariat complètement inégal en réalité. C'est un partenariat dans lequel Pékin, la Chine, utilise la Chine et le besoin, utilise la Russie et utilise le besoin qu'a la Russie d'avoir des débouchés, d'avoir des amis. Elle est prête à presser le citron russe jusqu'à la dernière goutte d'hydrocarbures qui en sortira. Ça ne fait absolument aucun doute. Mais en échange, Moscou n'obtient pas l'appui concret que les Russes souhaiteraient obtenir de la part des Chinois dans leurs problèmes ukrainiens. Pas de livraison d'armes, pas de livraison de haute technologie, pas de livraison de multiprocesseurs, bref, pas grand-chose en échange de tout ce qu'ils apportent. Et il faudra bien qu'un jour ou l'autre arrive en Russie une prise de conscience du fait que ce partenariat inégal n'est pas du tout la grande alliance eurasiatique tant vantée par certains des idéologues qui inspirent M. Poutine, que c'est véritablement l'exploitation de la Russie qui est un junior partner dans une coalition complètement inégale. Je crois que c'est un point très important sur lequel il faudra revenir. Alors, j'ajoute juste très, très vite que l'arbre qui cache la forêt, ça a donc été ça, ce problème,
mais derrière cela, il y a d'autres problèmes de l'OCS qui sont très intéressants. D'abord, l'existence même de l'Organisation de coopération de Shanghai, son développement, son expansion que vous avez mentionné, tout ceci est un phénomène très intéressant en toi, parce que ça veut dire que, à côté du système multilatéral classique dominé par les Occidentaux, qui est celui de l'ONU, de Bretton Woods, il commence à émerger d'autres organisations qui échappent complètement à cette hégémonie de l'Occident et qui placent la Chine au cœur, évidemment, d'une espèce de coalition antilibérale, et là, pour le sommet de Shanghai, au cœur de l'espace euro-asiatique. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'on a entendu beaucoup de gloses dans les commentaires sur l'apparition d'un nouveau phénomène qui serait le multi-alignement, qui remplacerait le non-alignement de l'Inde à Bandung, par exemple. Le multi-alignement, c'est un merveilleux néologisme diplomatique qui cache une réalité bien connue en langage vernaculaire qui s'appelle « manger à tous les râteliers ». C'est très exactement ce que fait l'Inde de M. Modi, c'est très spectaculairement ce que fait la Turquie de M. Erdogan, qui arrive à la fois à être intercesseur pour les convois qui vont quitter Odessa pour le Bosphore, à vendre des drones à l'Ukraine, en même temps à rester en bon terme avec Moscou, tout en étant membre de l'OTAN. Ça s'appelle le multi-alignement, paraît-il. Tôt ou tard, les funambules qui le pratiquent risquent évidemment de, comme on dit toujours en langage vernaculaire, de s'en mêler les pinceaux. Et derrière cela, je mentionne juste en passant que cette réunion de Samarcande a montré aussi toutes les incertitudes qui existent en Asie centrale, dans les républiques d'Asie centrale. Il y a eu des troubles récents au Kazakhstan. Il y a eu des incidents de frontières très sérieux entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan qui ont fait des morts. On voit très bien que dans l'espace post-soviétique, Moscou a de plus en plus de mal à imposer sa Pax Moscovica. Enfin, je mentionne l'Iran, puisque l'Iran était invité au sommet de Shanghai, et que c'est une novation, qu'elle va en devenir un membre titulaire en 2023, et que la prochaine grande crise internationale qui menace, c'est probablement l'accession de l'Iran à l'arme nucléaire assez vite, voire très vite, et que tout ceci va évidemment peser beaucoup sur l'avenir de l'organisation de Shanghai. Nicolas Bavrez. Cette organisation de Shanghai, elle a été beaucoup sous-estimée, et c'est vrai que cette réunion est à mon avis très intéressante parce que c'est à la fois un des instruments, un des symboles de la désoccidentalisation du monde, et puis aussi de la fragmentation, de la mondialisation et de la réorganisation entre les blocs. Je rejoins tout ce qui a été dit, mais je le mettrais finalement dans un ordre un peu différent, c'est-à-dire que avant même l'isolement de la Russie, qui est spectaculaire, je crois que c'est la montée de la Chine et la montée de son projet de mise en place d'une espèce de sphère de développement chinoise dans l'Asie et plus généralement dans le Sud, avec la volonté d'essayer de mobiliser donc le Sud contre l'Occident. C'est très intéressant de voir que c'était la première fois que Xi Jinping sortait de Chine depuis le début de la crise de Covid. Il ne l'a pas fait pour le G20, il ne l'a pas fait pour l'ONU, il l'a fait pour une organisation qui est finalement un pivot de ce qu'il a dit, un ordre alternatif post-occidental. Et derrière, il y a progresse, quelque chose dont on parle peu, mais qui est très important, c'est la dédollarisation de l'économie. Parce que la Chine est en train de vendre à la Russie, mais aussi à l'Arabie Saoudite, évidemment à l'Iran, le fait que maintenant les échanges se passent en yuan renminbi, éventuellement en rouble, mais qu'on se passe du dollar. Et si on commence à se passer du dollar dans une partie du monde qui représente quand même 42% de la population mondiale, c'est vrai que ça va changer beaucoup les choses. Sur le plan politique également, qu'est-ce qu'on a vu? Parce que Xi Jinping a fait une halte avant d'arriver en Ouzbékistan, en Asie centrale. C'est que, bien évidemment, tout le monde déteste la Russie de Poutine en Asie centrale, et a fortiori après l'Ukraine. Et en réalité, les pays d'Asie centrale qui jusqu'à présent essayaient de tenir une balance un peu entre les deux sont en train de passer largement sous bannière chinoise. Alors,
La Russie, maintenant, c'était effectivement le deuxième élément très spectaculaire. Donc Vladimir Poutine est arrivé avec l'espoir d'avoir le soutien des Chinois et puis de tout ce bloc supposé être anti-occidental. Et ça n'a pas du tout fonctionné comme il le pensait. Donc la Chine continue à soutenir du bout des lèvres puisqu'elle accepte le narratif russe selon lequel la guerre est de la responsabilité de l'expansion de l'OTAN et les problèmes énergétiques et alimentaires sont la faute des sanctions occidentales. Mais c'est vrai que ce soutien politique du bout des lèvres est limité par le fait qu'il n'y a pas d'exportation d'armes. Et en fait, la Chine n'applique pas les sanctions, mais refuse de se mettre en violation des sanctions américaines. Et évidemment, on voit que la Chine, par ailleurs, qui espérait quand même, parce qu'il y avait un lien avec la situation de Taïwan, que la guerre d'Ukraine serait une humiliation supplémentaire de l'Occident qui ouvrirait la possibilité d'attaquer Taïwan, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Donc pour l'instant, le résultat, c'est les États-Unis de retour en Europe et une garantie des États-Unis sur la défense de Taïwan, le renouveau de l'OTAN, le réarmement de l'Allemagne et du Japon. Bref, c'est une catastrophe stratégique, évidemment, pour la Russie, mais en partie aussi pour la Chine. Et on a aussi l'un et les autres qui ont manifesté leur réserve. Et en fait, là où les choses... c'est que je pense que le durcissement de Poutine, par certains côtés, est le résultat de cette réunion. C'est-à-dire que Poutine s'est retrouvé dans un club d'hommes forts où il est passé explicitement pour le loser. Et avec des conséquences extrêmement fortes, puisqu'il a perdu la main en Arménie, il perd la main en Asie centrale, et je pense que une partie de l'explication de l'accélération de l'escalade russe, c'est précisément le fait qu'il a ressenti non seulement son isolement, mais le fait que maintenant, parmi ces pseudo-hommes forts, il était le perdant et il était finalement quelqu'un qu'on ne prenait plus au sérieux. Matthias Feckel. D'abord, il me semble que l'actualité récente inflige malheureusement un nouveau démenti à tous ceux qui pensaient qu'en intégrant la Chine dans l'économie mondiale, en l'arrimant à l'Organisation mondiale du commerce, on favoriserait son passage à la démocratie. Tout ce qui se passe depuis de longues années d'ailleurs prouve exactement le contraire. Et c'est aussi sur cette toile de fond-là, je pense qu'il faut lire les événements récents. Alors, il me semble que pour ce qui est de la réunion de Samarcande, en réalité, ce qui gêne la Chine, c'est pas l'agression en elle-même, c'est qu'elle n'ait pas fonctionné. Que la Russie se soit enlisée et qu'en réalité, tout cela crée toute une série de problèmes en chaîne, problèmes politiques, problèmes de sanctions, problèmes économiques, problèmes sur les chaînes de valeur mondiales, et que donc la Chine se retrouve d'une certaine manière attirée dans un conflit dont elle se serait bien tenue à distance. Mais je pense qu'il n'y a absolument aucune objection de principe sur le projet initial de Poutine d'annexion de l'Ukraine, si ce n'est le risque de ricochet qu'évoquait Nicolas sur d'autres pays d'Asie centrale. Je pense en particulier au Kazakhstan. François en a parlé. C'est sûr que dans ces pays-là, et dans les pays où existe une population russophone, l'inquiétude depuis des années augmente de voir un jour la Russie avoir des tentations, voire plus que des tentations. Ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau, qui probablement presque depuis la fin de l'Union soviétique est un point très important à prendre en compte, avec le risque de déstabilisation régionale. N'oublions jamais que la Russie est aussi une puissance asiatique, ou en tout cas un pays asiatique. Je veux ajouter... insister moi aussi sur l'importance du rapprochement monétaire. Ça, c'est une évolution encore un peu sous-jacente et pas aboutie, mais qui serait un basculement fondamental. Et en Europe, il faut vraiment se poser la question de voir comment on pousse l'euro à son tour de devenir une monnaie de référence dans les échanges internationaux, parce que ça emporte des conséquences sur l'extraterritorialité du droit, sur la capacité à résister à des régimes de sanctions qui seraient imposés depuis l'extérieur. Lionel Zinsou.
Alors moi, j'adhère absolument à tout ce qui a été dit. C'est un sommet très très important. C'est un échec pour la Russie, ou la révélation de la faiblesse de la Russie. C'est un peu difficile de coexister dans une organisation en ayant le 10e du PIB de la puissance dominante. C'est donc une monstration de la puissance chinoise, qui est le principal partenaire de tous les pays qui sont rassemblés là, et où se sont discuté des choses très importantes sur l'intégration économique, puisqu'ils ont à nouveau reparlé chemin de fer, ils ont à nouveau reparlé dédoublement de gazoducs et de léoducs. Les flux d'hydrocarbures vers la Chine sont considérables venant de l'Asie centrale. Il faut d'ailleurs y ajouter un pays qui n'est pas dans l'OCS, mais qui est important dans la région, qui est le Turkménistan, qui est un très, très important fournisseur de gaz pour la Chine. Donc, et le chemin de fer, c'est quelque chose de sensible. C'est aller jusqu'à Tachkent et Samarcande, et puis rentrer en fait traverser le Kyrgyzstan et rentrer dans le Xinjiang. Et le problème du Xinjiang, c'est que c'est un grand danger en fait pour le régime chinois, du fait du traitement de la question des Ouïghours. C'est perçu comme un foyer de terrorisme très important. Les Européens regardent sans arrêt, par exemple, le Sahel, ou portent leur regard vers le Moyen-Orient, mais en Chine, la possibilité de déstabilisation islamiste et de vagues de terrorisme, s'il n'y a pas un accord étroit avec les pays d'Asie centrale, est essentiel, parce qu'il y a effectivement un foyer très très fort d'opposition au régime. Et cette organisation, elle est née de la volonté de faire plus d'échanges économiques, de s'intégrer, de construire ce genre d'éléments de commerce majeur, et au fond, de renforcer le thème One Road, One Belt des routes de la soie. Et le choix de Samarcande est tout à fait intéressant, parce que Samarcande, historiquement, c'est une des capitales sur le chemin de la route de la soie, et est en train de le revenir avec des développements d'échanges incroyables de la Chine vers l'Europe de l'Ouest, en fait. C'est c'est le symbole même de quelque chose qui a été créé, qui a été annoncé en 2013, l'initiative sur One Road, One Belt, les routes de la soie. Ça a été annoncé au Kazakhstan, et en revenant au Kazakhstan avant d'aller à Samarcande, et parcourant ces routes de la soie, Xi Jinping a rappelé que, au fond, on était vraiment au cœur du dispositif, et avec des effets de décuplement en 10 ans des échanges. Donc on est devant quelque chose d'extrêmement sérieux. Donc c'était fait pour ça, et c'était fait aussi pour être une structure antiterroriste. Et quand vous regardez l'organisation, il y a un secrétariat exécutif qui est d'ailleurs en main ouzbek, et il y a un groupe de travail sur l'antiterrorisme. Point. C'est ça le cœur du système. Mais ça va aller beaucoup plus loin. Parce que, évidemment, c'est pas une union entre amis. Mais c'est au fond une forme de multilatéralisme qu'on trouve aussi aux Nations Unies. Aux Nations Unies, il y a tous les belligérants, il y a ici des forces de maintien de la paix, mais tous les belligérants sont autour de la table, y compris du Conseil de sécurité. Et là aussi, c'est-à-dire que vous avez une Inde obsédée de la Chine, contre la Chine, vous avez une Inde obsédée du Pakistan, contre le Pakistan, vous avez, pendant le sommet de paix, de coopération, avec les deux chefs d'État assis, vous avez ce que François appelait des incidents à la frontière entre Kyrgyzstan et Tadjikistan, mais qui sont une espèce de guerre ouverte et récurrente entre les deux pays. Vous avez tout sourire le président. Il y a une photo fantastique où on voit tous les chefs d'État très détendus, y compris le président Raïssi de l'Iran, qui est rarement détendu, Monsieur Erdogan, qui a l'air de dominer physiquement cette réunion, qui est en train d'armer l'Azerbaïdjan pour écraser l'Arménie, c'est-à-dire un allié de Monsieur Poutine, et qui est effectivement en train de donner des armes décisives, discriminantes à l'Ukraine. Et il est assis vraiment à 1,20 m de Monsieur Poutine. Donc c'est extraordinaire. C'est pas du tout une union entre amis. Mais de façon à ce que ça soit de moins en moins convivial, vous avez vu la liste des nouveaux venus. Donc le Bélarus devient un pays associé, un partenaire du dialogue. Bon, ça c'est anodin, mais ça veut dire que ça devient aussi européen.
Donc c'est le thème euro-asiatique. Non, mais c'est beaucoup mieux. En même temps que vous avez l'entrée de l'Iran, vous avez la demande et l'agrément à cette demande de l'Arabie saoudite, des Émirats, de Koweït, de Bahreïn, et des Émirats arabes unis, et du Qatar. Alors, passons sur les relations Qatar-Arabie saoudite, mais tous les pays du Golfe, hors le Qatar, sont quand même en guerre ouverte avec l'Iran. C'est une guerre ouverte. Bon, la dernière fois que j'étais à Abu Dhabi, on a tiré 3 missiles sur l'aéroport d'Abu Dhabi, et c'était il y a quelques semaines. Donc, si vous voulez, c'est loin d'être c'est même rare d'avoir une densité d'ennemis autour d'une table diplomatique, mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, il est monétaire, je suis entièrement d'accord. L'enjeu, c'est de créer une petite Nations Unies où il n'y aura pas de droit de veto occidental, parce que, franchement, il n'y aura pas d'occidentaux. Il y aura des unions financières, monétaires, ferroviaires, énergétiques, que les gens soient ennemis ou pas. Et c'est pas funambulesque, je crois, François. Parce que le côté, nous sommes alignés sur tout le monde, c'est-à-dire, en fait, cyniquement, nous avons des relations avec tous. C'est quelque chose qui est très attrayant sur plein de pays. L'Afrique, qui a été tensée par le président de la République française aux Nations Unies, faites vos choix entre la Russie et l'Occident. Non. Pas du tout. En fait, il y a énormément de pays qui sont dans le pragmatisme. Je tirerai de la Russie ce que je peux, tout en tirant ce que je peux de la Chine, tout en conservant d'excellentes relations avec l'Union européenne et un très bon dialogue avec les États-Unis. Il y a une très très forte appétence au multi-alignement. Funambulesque par essence. Mais elle est conflictuelle par essence, mais pas forcément funambulesque, puisqu'elle attire quand même tellement d'autres pays en plus. Et le funambule ne tombe pas toujours de son fil. Il y a quand même une chose qui est... Surtout si le fil est par terre. Il y a une chose qui est impressionnante, c'est que la guerre en Ukraine montre à quel point l'état-major de l'armée russe était occupé à toute autre chose qu'à préparer des offensives ou des défenses militaires. Et grosso modo, est occupé au bien-être de ses généraux maréchaux, etc., etc. Et Samarcande montre à quel point le corps diplomatique russe est dans un état comparable à celui de l'état-major russe. C'est-à-dire qu'on se dit que si par chance le système Poutine, le régime Poutine en finissait, avant de reconstruire un État en Russie, il coulera beaucoup d'eau sous les ponts. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je voudrais ouvrir en signalant, nous sommes partenaires, je l'ai dit, du 1, et j'ai donné le sommaire, le chapeau du sommaire de la semaine, mais mais le 1, c'est aussi beaucoup d'autres choses, c'est Zadig, cette revue trimestrielle qui est consacrée cette fois-ci qui a pour titre cette fois-ci « Que demande le peuple ?» et où il est question d'extraits, par exemple, qu'on a très peu lu dans très peu d'endroits, des états généraux, enfin des cahiers de doléances qui, après les révoltes des Gilets jaunes, avaient été présentés comme le premier pas vers davantage de démocratie et davantage d'attention portée à la société civile. C'est aussi des reportages, notamment un reportage sur les bénévoles du Secours catholique à Calais, dans le moins qu'on puisse dire, et qu'il ne manque ni d'énergie, ni d'obstination, ni même d'espoir. Et puis, pour un sujet moins grave, le 1, c'est aussi Légende, cette revue au format tout à fait improbable, comme le 1 lui-même, mais le 1 est le roi des formats improbables qui retrouvent leur public. Et l'avant-dernier numéro, en tout cas un des derniers numéros, qui a été remis en vente fort opportunément par l'équipe du 1, est un numéro consacré à Feu, la reine d'Angleterre, dont on sait à quel point la mort a ému des journalistes de télévision et même très au-delà. Enfin, Nicolas Bavrez. Je voulais recommander le dernier livre d'Orhan Pamuk qui s'appelle Les Nuits de la peste et qui est un livre superbe. Donc ça se passe au début du XXe siècle dans une île imaginaire, mais ça croise effectivement une épidémie, l'agonie d'un empire et tout ceci débouche sur une révolution politique. Donc évidemment c'est très intéressant. Et je voulais aussi le faire parce que en rappelant que Orhan Pamuk tout comme Salman Rushdie qui a été poignardé et menacé. Ce livre fait l'objet d'une enquête qui a été ouverte par le parquet d'Istanbul et c'est aussi un des écrivains qui incarne la liberté d'expression dans une Turquie où elle est de plus en plus menacée. Lionel Zinsou.
Moi, je prolongerais volontiers le sujet sur Samarcande en recommandant la traduction française qui est parue en juillet du livre de Catherine Belton, Les hommes de Poutine, qui a été un best-seller absolu en langue anglaise. Elle est journaliste au Washington Post. Elle a été longtemps correspondante du Financial Times à Moscou. Et c'est l'histoire, à travers Poutine, en réalité, de la prise du pouvoir par le KGB et la puissance des réseaux, au fond, amplifiée par les liens avec le crime organisé et avec les grands intérêts économiques, l'utilisation des oligarques pour à la fois prendre complètement le pouvoir, mais qui est probablement un pouvoir qui était dans la main des services spéciaux depuis l'Okhrana tsariste et toute la période stalinienne. Et pour répondre à la question de Philippe tout à l'heure, est-ce que le corps diplomatique russe n'est pas aussi affaibli que l'armée de la Russie ? Oui, peut-être, mais il semble que dans les institutions, ce qui tiennent debout le pouvoir de Poutine et qui s'attaque depuis longtemps à l'Ouest, et où Vladimir Poutine, apparemment depuis son positionnement à Dresde, s'est employé professionnellement, donc d'attaquer l'Ouest, tout ça est décrit, c'est un thriller, et dans le contexte actuel, c'est très éclairant. Mathias Fekl. Je conseille d'aller au musée de l'histoire et de l'immigration à la Porte Dorée, désormais dirigé par l'excellente Constance Rivière, pour aller voir l'exposition Paris et nulle part ailleurs, qui montre comment des artistes du monde entier ont, après la Deuxième Guerre mondiale, choisi Paris, et non pas New York, qui est souvent considérée comme la capitale de l'art moderne à cette époque-là, pour peindre et pour créer. On y voit des œuvres extraordinaires d'Arroyo, de Hérault, de Matta, de Mitchell, de Sperry, de Vasarely, de Zaouki, de Wilfredo Lam, cubain qui avait commencé dans les années 20 et 30 à Paris et qui est resté après la guerre. Une très belle exposition à aller visiter. Le palais de la Porte Dorée, puisque c'est son titre officiel, comporte aussi un aquarium. Un aquarium Absolument. de très très belle qualité et qui m'a toujours fait rêver, parce que je pense que la personne qui dirige, en l'occurrence maintenant Constance Rivière, qui dirige le palais de l'immigration, a la possibilité, quand elle est mécontente, de donner ses collaborateurs à manger aux crocodiles qui sont en bas dans l'aquarium, et je trouve que c'est un rêve. François Bujon de l'Étang. Moi, je ne suis pas le premier à le faire et je suis en décalage avec l'actualité puisque la commémoration de cet horrible événement était en juillet dernier. Mais je voudrais saluer le livre de Laurent Joly sur la rafle du Veldiv. Je voudrais le saluer parce que c'est une lecture qui est extraordinairement émouvante et qui est très très intéressante. Je voudrais le saluer parce que je trouve que ce livre est un modèle de rigueur dans la recherche, dans la documentation, et un modèle de clarté dans les conclusions qu'il dégage. C'est un des événements les plus douloureux, les plus honteux de l'histoire de France. Il n'est pas facile de plonger dans son cœur comme il l'a fait, en allant consulter les archives de la préfecture de police, les archives des commissariats, les archives des commissions d'épuration qui se sont réunies en 1945 et 1946. Mais franchement, je trouve que c'est un livre absolument remarquable et qu'il est toujours bon de regarder le passé de son pays avec courage. C'est ce que fait Laurent Joly, dont les conclusions sont parfaitement claires. Dans la rafle du Veldiv, contrairement à ce qui s'est passé par exemple aux Pays-Bas ou en Belgique, les Allemands n'ont pas participé. Et la responsabilité totale et entière de ce terrible excès de zèle qui a quand même amené la déportation de 13 000 juifs, dont un tiers d'enfants, repose entièrement sur les autorités de l'État de Vichy et sur deux personnes qui sont Pierre Laval et René Bousquet. Le travail de Laurent Joly est un travail d'historien pour une approche, j'allais dire, sensible de cette rafle du Veldiv. On peut trouver très facilement en DVD ou en streaming le seul film, puisque pour le reste il n'a fait que la télévision, de Michel Mitrani, Les Guichets du Louvre avec Christine Pascal, qui est je crois un chef-d'œuvre aussi d'intelligence de l'événement et de restitution de son émotion. J'ai oublié de dire depuis le commencement de cette émission que la semaine prochaine, nous sommes en public à l'école alsacienne et que, évidemment, les inscriptions sont nécessaires, mais et qu'elles sont ouvertes
ouvertes depuis... elles sont ouvertes. Ça suffit de savoir depuis quand, ça nous est tout à fait égal. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau qui veille à notre site, Olivier Magloire qui répond à toutes les questions sur les plateformes de financement, et Adrien Beccaria qui a enregistré notre conversation, Nouvelles Écoutes qui produit le Nouvel Esprit Public, et Julien Deville qui en est le président. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, et pour ceux et celles qui le souhaitent, dimanche, en direct à l'école alsacienne.